Et merci de nous rejoindre dans l'affaire suivante. C'est une course contre la montre qui est engagée pour retrouver le patient zéro qui a contaminé 2 hommes dans l'Oise. Le premier est décédé, le second dans un état grave. Il n'avait pas voyagé dans une zone à risque. Il n'avait pas fréquenté non plus une personne qui en revenait et qui aurait pu être infectée. Alors comment ont-ils été contaminés? Une enquête est en cours. Écoutez. L'investigation des 2 cas initiaux de l'Oise, les cas 15 et 17, a permis de détecter cet important cluster qui est désormais de 36 cas au total, donc plus 18 par rapport à hier, par des contacts professionnels et familiaux. L'enquête, toujours en cours, a découvert que 2 personnes ont été malades assez précocement début février, exposées sans doute à un malade antérieur qui reste à définir et qui serait le patient zéro. Une de ces personnes a des contacts réguliers avec une amie qui travaille sur la base aérienne de Creil. C'est donc l'hypothèse retenue pour la circulation du virus sur la base aérienne de Creil, avec désormais 10 personnels contaminés, civils et militaires. La piste d'un vol de retour de Wuhan et contaminant doit être abandonnée. Et on en parle avec Aurélien Rousseau. Bonjour, merci d'être là. Vous êtes directeur général de l'Agence régionale de santé d'Île-de-France. Et Alain Ducardonnet, qu'on ne présente plus, notre consultant santé BFM TV. Bonjour à tous les deux. Alors pour rebondir sur le son de Jérôme Salomon, Aurélien Rousseau, que penser de ces premières pistes? Encourageantes? On fait des petits pas, on avance doucement? Le sujet dans ces enquêtes, vous l'avez dit, vous avez employé le bon mot, c'est une course contre la montre. Une course contre la montre, pourquoi? Parce que identifier les chaînes de contamination, identifier éventuellement ce patient zéro, ça nous permet d'être en contact avec ces personnes et d'identifier les contacts qu'elles ont eus qui pourraient à leur tour contaminer. Et c'est une sorte comme ça de cercle concentrique qui nous permet de limiter la propagation du virus. Et pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'on fait? Pendant ce temps-là, on prépare le système de santé à une phase épidémique. Pendant ce temps-là, on connaît un peu mieux le virus. Pendant ce temps-là, on progresse sur notre capacité de dépistage. Donc c'est pour ça que c'est une course contre la montre. Et le jour où le virus circulera sur le territoire national tout entier, on sera plus près. Chaque jour gagné est un jour où le système de santé sera mieux en situation de prendre en charge le coronavirus. Alain Ducardonnet, qu'est-ce que c'est que ce fameux patient zéro? Ça correspond à quoi? Et pourquoi est-ce qu'on l'appelle comme ça? Alors voilà, c'est une histoire. En fait, c'était au moment où il y a eu le VIH, donc le sida, on avait cherché ce fameux patient zéro. Alors à l'époque, d'ailleurs, ce n'était pas le patient zéro, c'est le patient O, parce que c'était out of California. Et ce O est devenu zéro ensuite, de façon traditionnelle, mais donc au départ, c'était un patient O, en fait. Et on l'appelle aussi patient index, parce que c'est l'élément, en effet, de référence. D'ailleurs, au niveau du sida, ce qui est intéressant, et ce qui montre la difficulté de trouver ce patient zéro, c'est qu'en 87, on avait pensé avoir trouvé la personne, Gaëtan Dougas, et puis en fait, en 2016, toutes les études ont montré que c'était pas vrai du tout, c'était un autre patient qu'on n'a toujours pas identifié d'ailleurs. Donc c'est dire que l'enquête, comme vous le dites, n'est pas facile du tout. Alors si on revient au coronavirus, parce que c'est quand même ça qui nous intéresse, les premiers patients zéro, il faut quand même le rappeler, c'est sur le marché de Wuhan, à Wuhan. C'est-à-dire c'est là où, en fin de compte, par rapport probablement à la chauve-souris, qui est a priori, compte tenu des concordances génétiques à l'origine, peut-être un animal hôte avec le pangolin, qui aurait été l'élément intermédiaire. Et là, donc, les patients zéro, c'est en Chine, c'est à cet endroit-là. Et puis ensuite, le virus a pris l'avion avec les patients infectés. Et donc, chaque pays a eu progressivement son patient zéro. Parce que dans chaque pays, eh bien, une personne venait avec le virus. Alors, tant qu'on arrivait à identifier, cette personne, tout va bien. L'élément, par exemple, que l'on a vu à Contamine-Montjoie, où là, on savait que la personne venait d'une zone infectée, on a dit, bah, il y a patient zéro, on va pouvoir agir. En d'autres termes, faire ce patient zéro, trouver ce patient zéro, ce qui n'est pas facile, ça va permettre à la fois d'avancer sur le plan scientifique, parce que ça permet de mieux connaître le virus et de mieux connaître la façon dont il se transfère. Donc c'est vraiment primordial de l'identifier, de le trouver? Et deuxième élément en effet, c'est le côté médical de la chose. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous l'avez, vous limitez beaucoup plus facilement les cas et donc la contagion. Parce que le problème, il y a l'amont, c'est en effet le patient zéro, mais il y a aussi l'aval. C'est ce qu'on appelle les cas contacts, on va en reparler. Donc il faut bien imaginer qu'il y a les deux côtés et que plus le temps passe, plus c'est difficile. Peut-être rajouter que ce patient zéro, il est à la fois fondamental et à la fois à l'étape où nous sommes. Le sujet, c'est d'identifier ce qu'on appelle les clusters, les noyaux, dans lesquels on retrouve pas mal de personnes contaminées. On va identifier les liens entre elles, faire le lien, et c'est ça aujourd'hui notre priorité, pour qu'en fait on ne rate pas de clusters en train de se former et qui pourraient à partir de là
recontaminer plus largement sur le territoire. Alors, comment est-ce qu'on mène l'enquête? Qui sont les enquêteurs de l'ARS qui mènent l'enquête? Est-ce qu'il y a un service spécifique? Alors, faut peut-être refaire un petit peu la chaîne. Une personne se sent malade, fébrile, elle revient de Chine, je prends une hypothèse comme on avait pu avoir il y a quelques semaines, elle appelle son médecin. Le médecin va immédiatement repérer qu'il y a quelque chose qui peut-être est dans le spectre du coronavirus. La personne appelle le 15. Et là, le 15, donc le SAMU, et je le redis, il faut passer par le 15 et pas aller dans le service d'urgence. Le SAMU va appeler, s'il commence à penser qu'on est dans le champ du coronavirus, un infectiologue. Un infectiologue d'un des grands hôpitaux préparés à ces diffusions d'épidémies. Et si l'infectiologue pense que c'est un cas possible, ce cas possible est envoyé à l'hôpital où il va être prélevé. Dès ce moment-là, c'est les médecins de veille de l'ARS qui prennent le relais et qui vont reconstituer le parcours de cette personne. Je donne un exemple. Dans un des premiers cas en France, c'était un couple de personnes chinoises qui vivaient dans les Hauts-de-Seine. Elles ont été hospitalisées à 18h. À 20h, les 2 médecins de veille de l'ARS étaient à leur chevet. Et jusqu'à 3h du matin, ils ont reconstitué minute par minute leur parcours en France. Ces personnes, elles étaient allées faire des courses dans les grands magasins. Elles avaient acheté des foulards dans une boutique de luxe. Elles avaient pris le bateau-mouche. Et à ce moment-là, les équipes de l'agence, avec les équipes de Santé publique France, les épidémiologistes vont classer tous ces contacts. Et vont dire, ces contacts, c'est des risques négligeables, ils ne se sont pas parlé de près, etc. Risque faible ou modéré, à ce moment-là, on appelle la personne et on commence à lui donner des conseils. Et si on pense que le risque est un peu plus élevé, alors on dit à la personne de rester chez elle et 2 fois par jour, on l'appelle pour vérifier sa température. Alors, ces 2 médecins, M. Rousseau, sont restés de 20h jusqu'à 2-3 heures du matin avec les 2 patients chinois infectés, contaminés. On récupéré, collecté toutes ces informations précieuses. Mais ce ne sont pas eux qui ensuite peuvent aller appeler tout le monde. Comment ça se passe? Qui sont les gens de l'ARS qui travaillent avec eux? Quelles sont les équipes d'enquêteurs? En fait, ce sont des équipes à la fois de médecins, puis de personnels paramédicaux ou de personnel administratif de l'agence. C'est une équipe qui est en veille permanente, parce que là, on est sur le coronavirus. Mais c'est la même chose pour la rougeole, pour la méningite, pour la tuberculose, ce qu'on appelle les maladies à déclaration obligatoire, où dès qu'on identifie un cas, on va aller essayer de le contenir. Donc on projette nos compétences et nos forces pour essayer de le contenir. Et donc là, effectivement, à partir de là, on se passe le relais, il y a un dossier qui est ouvert, et on va identifier. Donc pour vous donner un exemple concret, dans cette enquête, ils étaient allés dans un grand magasin des grands boulevards, pour pas citer de marque. On savait qu'ils avaient acheté un sac, il a fallu retrouver qui était le vendeur, qu'est-ce que le vendeur avait comme souvenir du niveau de contact, et puis chaque fois, ensuite, on classe la typologie du risque. C'est une situation, on va dire, presque facile. Dans l'Oise, ça l'est beaucoup plus. Donc, les scientifiques ne sont pas des enquêteurs. Vous êtes épaulés par des policiers ou pas du tout? Les scientifiques sont des enquêteurs. Les épidémiologistes sont des enquêteurs. Leur métier, c'est de remonter des filières, des chaînes de contamination et effectivement de faire des recoupements. On se dit, tiens, je prends l'exemple d'un cas actuellement, d'une personne hospitalisée. Une partie de sa famille vit dans l'Oise, et bien on va aller regarder où est-ce qu'elle est allée dans l'Oise, est-ce qu'elle fréquente un club sportif, où elle aurait peut-être rencontré une autre personne contaminée. C'est comme ça, donc l'épidémiologie, c'est un travail de bénédictin, mais de bénédictin un peu au sens du nom de la rose. Vous voyez, il y a un mélange de très grande précision et d'enquête un peu policière, mais qui repose aussi sur la confiance, c'est vrai, avec les gens. Mais globalement, depuis le début, c'est en Ile-de-France 400 personnes qui ont été dans ces cas contacts. On n'a eu que de la bonne volonté des gens pour nous dire ce qu'ils avaient fait. Et Alain, et qui on interroge en premier? La personne qui est contaminée? Oui, d'abord, c'est la personne contaminée, bien évidemment. Parce que le vrai problème, il faut le dire, c'est la contagiosité. On sait qu'en fait, ce virus est extrêmement contagieux. On a en fait à peu près les chiffres à l'heure actuelle, c'est-à-dire qu'une personne contaminée peut contaminer 2 à 3 personnes. C'est à peu près le niveau. Ce qui est moins que la rougeole, puisque la rougeole, on est à peu près à 9. Et après, ça s'arrête? Non, après, ça s'arrête pas. C'est qu'une fois que vous avez contaminé les 2-3 personnes, ces 2-3 personnes vont également contaminer 2-3 personnes. Et c'est bien pour ça qu'il faut arrêter cette chaîne.
Ce qu'on appelle la chaîne de contagion, elle est là. C'est-à-dire que vous en avez un, vous en avez deux, trois, Alain, je ne comprends pas pourquoi. C'est une progression exponentielle. Alain, C'est ça je le ne comprends pas problème. pourquoi une personne peut contaminer 2 ou 3 personnes et pas 4 ou 5. Alors, en fait, elle contamine tant qu'elle est malade. Bien évidemment. Mais simplement, elle multiplie et donc la progression est dite exponentielle en effet. Avec cette nuance, c'est qu'on ne sait pas encore si, en fin de compte, il n'y a pas aussi des super contaminateurs. Parce qu'on s'est rendu compte, par exemple, sur le cluster de contaminés de Montjoie, que cette personne avait contaminé quand même 11 personnes. Donc peut-être qu'il y a une possibilité d'avoir des super contaminateurs ou peut-être des situations qui sont super contagieuses. Par exemple, à l'hôpital Tenon, on peut penser qu'en effet, comme il y a le confinement, entre guillemets, de l'exercice médical, eh bien, il y a peut-être une super contagion qui a pu s'installer. Mais on sait d'ores et déjà qu'il y a des super spreaders, comme on le dit. C'est comme dans toutes les épidémies. C'est les personnes qui ont une charge virale très importante et qui donc vont contaminer beaucoup plus de gens que cette moyenne de 3. Et ceux-là, effectivement, on les retrouve, effectivement, avec 2 situations assez identiques. Mais on a des situations différentes et des niveaux de contamination différents en fonction aussi de là où ces gens vivent. Certaines peuvent passer aussi entre les mailles du filet. Comment retrouver toutes les personnes qui ont été en relation avec quelqu'un qui a été contaminé? Alors c'est un point, la question est vraiment importante parce que c'est un point évident et qu'il faut redire. On n'arrêtera pas, il n'y a pas de risque zéro, on ne va pas retrouver toutes ces personnes. Notre bataille aujourd'hui, ce qui est vraiment du combat pied à pied, c'est de limiter la vitesse de propagation. Et donc, c'est de retrouver le maximum de ces cas possibles. Et en France, depuis l'introduction du virus sur le territoire, il y a maintenant 1 mois et demi, on a gagné ce mois et demi précieux. Je serais venu il y a 1 mois et demi, je n'aurais pas été capable de vous dire qu'on était capable de faire 1500 tests par jour pour détecter le coronavirus. Ce mois et demi, il nous a servi à ça. Donc, il est évident que des gens peuvent passer au travers des mailles du filet. Notre but, c'est de ne pas rater la constitution de zones de contamination. Est-ce que vous avez découvert des moyens de contamination, des façons assez surprenantes auxquelles on ne s'attendait pas? Pas simplement les postillons, les contacts. Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont surprise? D'abord, il faut le redire, les postillons, les contacts, mais le virus, il est d'abord entre nos mains, à tous les sens du terme. On les a sur les mains. C'est pour ça, et j'en profite, que dans notre pays, quand on dit les gestes barrières, quand on dit se laver les mains, éternuer dans son coude ou jeter son mouchoir à usage unique, il y a toujours un petit... les gens lèvent les épaules ou lèvent les yeux au ciel en disant « c'est ridicule, on a une épidémie à l'échelle mondiale et qu'est-ce qu'on nous dit? Lavez-vous les mains ». Mais en fait, c'est peut-être... ça paraît simple, mais en fait, c'est une responsabilité individuelle de faire tout ça parce que c'est comme ça qu'on limite la progression du virus. Allez, vous restez avec nous dans un instant. On continue de remonter la piste pour retrouver le patient zéro à l'origine de la contamination de 2 personnes dans l'Oise. Une enquête menée par des scientifiques détectives. Quelles sont les probabilités de le retrouver? Nous verrons que les recherches se font de manière très ciblée. On évoquera aussi les difficultés liées à cette enquête en particulier. À tout de suite. Et l'enquête se poursuit dans l'Oise pour retrouver le patient zéro. Le département est le plus gros foyer de contamination avec 36 cas. Des mesures drastiques ont été prises pour limiter la propagation du virus. On va retrouver Antoine Forestier qui est dans l'Oise pour BFM TV. Alors Antoine, ce ne sont pas encore des mesures de confinement, mais ça y ressemble un peu quand même, hein? Oui, les habitants commencent à devoir s'habituer à ces nouvelles mesures et ils sont pour certains un peu résignés, d'autres un peu inquiets par rapport à cette situation. Le gros changement par rapport à d'habitude, c'est que les rassemblements collectifs sont désormais interdits. Alors par exemple ce matin, pas de messe dans les villages ici aux alentours, pas de marché. Certains ont ouvert dans certaines villes aux alentours, mais ils ont été fermés dans la foulée. En tout cas voilà, il va falloir s'adapter à ces nouvelles règles. Il faut savoir que les habitants ici de Lamorlaye, eh bien, ils ne pourront pas emmener leurs enfants à l'école demain matin et ça fait partie des inquiétudes. Je vous propose de les écouter au micro de Frédéric Leclerimoff. Il y a des gens qui ont des problèmes de santé, donc qui sont plus vulnérables que d'autres, donc il faut être prudent quand même. Puis on a quand même la base de Creil à côté, donc il y a beaucoup de monde qui travaille sur Roissy, les aéroports. Ça circule beaucoup? Tout le monde a peur. Tout le monde a peur, surtout qu'on va beaucoup dans les aéroports, les gares, les aéroports, Paris, tout le monde a peur. On a très très peur. Écoutez, la vie, ça continue pour nous, il n'y a pas de problème. On est un peu prudent, on ne s'approche pas trop des gens, etc. Donc voilà, pas de bis, pas de contact direct.
Au total, ce sont 8 villes où les établissements scolaires seront fermés demain matin. Écoles, collèges et lycées. Cela représente 102 établissements, 26 000 élèves, près de 2 000 membres du personnel. Cette fermeture, elle est jusqu'au 14 mars minimum. Voilà pour les conséquences pour les élèves. Et puis il faut savoir que certains élèves habitent ici, mais ils sont scolarisés dans des établissements, dans d'autres villes où là les établissements sont ouverts. La question se pose s'ils vont devoir aller à l'école demain ou pas. Le maire n'avait pas la réponse à cette question. Autre interrogation pour le maire de la commune, combien de cas de coronavirus y a-t-il ici? Eh bien, malgré ses échanges avec le préfet de l'Oise et avec l'ARS, il n'a pas la réponse et pourtant ça fait partie des principales interrogations des habitants ici. Merci beaucoup Antoine Forestier pour ces précisions. Et nous poursuivons bien sûr nos échanges sur cette enquête qui, on l'espère, permettra de retrouver ce patient zéro dans l'Oise avec Anne-Marie Moulin, bonjour, qui vient de nous rejoindre, médecin, philosophe, chercheuse émérite au CNRS, spécialiste des crises sanitaires et des épidémies, dont vous avez étudié l'histoire à travers les siècles. Aurélien Rousseau, toujours avec nous, directeur général de l'Agence régionale de santé d'Île-de-France. Et Alain Ducardonnet, notre consultant santé à BFM TV. Je me tourne vers vous, Anne-Marie Moulin, puisque des mesures strictes ont été prises dans l'Oise, puisqu'on a découvert une quarantaine de cas, 36 cas. Ce n'a pas été fait pour l'enquête, mais est-ce que ça peut aider l'enquête qui est en cours pour essayer de retrouver ce patient zéro? Ce ne sont pas les mesures de confinement ou de prudence qui vont informer sur le patient zéro. Le patient zéro, c'est une enquête épidémiologique qui peut essayer de le retrouver, mais encore une fois, il ne faut peut-être pas axer tout le problème du coronavirus sur ce patient zéro. Qu'est-ce qu'il apporte tout de même, ce patient, quand on le retrouve? Mais je pense que d'abord, ça apporte une fixation. Comme si la découverte du patient zéro allait débobiner la pelote immédiatement et faire tout comprendre. En fait, c'est vrai, mais ça a toujours existé. La démarche épidémiologique consiste à remonter les cas, à la fois pour accroître les connaissances scientifiques et aussi pour prévenir ceux qui ne sont pas au courant de leur contamination. Aurélien Rousseau, est-ce qu'on fait remplir des questionnaires aux gens susceptibles d'avoir été en contact avec un malade qui n'est pas forcément le zéro puisqu'on ne l'a toujours pas retrouvé? Est-ce qu'on leur fait remplir des questionnaires? Si oui, quel type de questionnaire? Et troisième chose, ces questionnaires, s'ils existent, est-ce qu'on les garde? Est-ce qu'on les détruit? Les protocoles de contact entre les équipes d'épidémiologistes et de médecins de veille, dont les épidémiologistes c'est Santé publique France et les médecins de veille des agences régionales de santé, évidemment on suit un protocole quand on questionne la personne sur son emploi du temps, sur ses contacts. Et pour rebondir sur ce que disait Madame Moulin à l'instant, identifier le patient zéro, il ne faut pas tout focaliser là-dessus, mais ça nous permet quelquefois de retrouver des branches qu'on n'avait pas forcément dans l'arborescence. Et notamment, est-ce qu'il a pu croiser des personnes fragiles? À ce moment-là, il faut qu'on aille regarder et vérifier de plus près. C'était important dans le duplex, il y avait cet élément-là. Il y a les personnes fragiles. Dans la période où on est, le virus va de plus en plus circuler, même au-delà des clusters. Donc on ne va pas poursuivre en permanence et tout le temps le fait de repérer forcément tout le monde. On va se concentrer sur la protection des personnes fragiles. Et le deuxième élément, parce que c'était là aussi intéressant, vous aviez dans le reportage une personne en voiture qui portait un masque. Aujourd'hui, il n'y a aucun intérêt à porter un masque comme on est en voiture. Je le dis a fortiori parce qu'elle portait un masque qui est un masque canard, un masque, mais le masque canard, il se porte avec quelques conditions, et notamment il faut pincer l'arête du nez, ce qui n'était pas le cas là. Ce masque-là, il n'a quasiment aucun impact, même si elle devait le porter. Donc c'est pour ça, je le redis un peu solennellement, la gestion d'une épidémie, ce sont des décisions à un moment donné en fonction des connaissances qu'on a, scientifiques, en fonction de la progression de cette épidémie. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose qu'on pouvait dire il y a 5 jours, mais on va changer 5 jours après, parce que l'épidémie a bougé. Ça ne veut pas dire qu'on avait menti il y a 5 jours, ça ne veut pas dire qu'on n'avait rien compris il y a 5 jours, ça ne veut pas dire qu'on n'avait pas anticipé, ça veut dire qu'on évolue, qu'on doit être agile en permanence, et c'est sur ça que repose la capacité de réaction du système. Alors parlons de ces personnes contacts qui sont identifiées, que l'on retrouve comme ça au cours de l'enquête. Alain Ducardonnet, qu'est-ce qui se passe pour ces personnes une fois identifiées? Est-ce qu'elles sont surveillées? Comment est-ce qu'on garde le contact avec elles?
Alors, encore une fois, ces personnes-là, elles peuvent être en amont, puisqu'on remonte en effet, même sans risque au patient zéro, et en aval. Il faut bien qu'on garde cette notion qu'il n'y a pas que de remonter et de regarder. Oui, c'est une double enquête. Hein. Il faut aussi aller vers l'aval, parce que l'aval, c'est ça qui va faire qu'on va trouver en effet la personne qui a pu éventuellement contaminer beaucoup d'autres. Donc ça, c'est l'élément important. Lorsqu'on a ce contact, eh bien, l'interrogatoire permet de classer en fait ces personnes en 3 groupes. Soit eh bien, la personne, en fait, a un risque négligeable. Elle a croisé quelqu'un qui, de l'autre côté, avait peut-être, en effet, le coronavirus. Donc là, on peut considérer que ces personnes-là continuent leur vie tout à fait normalement. Le risque peut être faible. Le risque peut être faible et à ce moment-là, on va donner simplement des consignes de surveillance, c'est-à-dire, eh bien, prenez votre température. Si vous avez le moindre symptôme, vous appelez le 15. On le rappelle, on l'a dit tout à l'heure, vous n'allez pas voir votre médecin traitant, vous n'allez pas aux urgences, vous appelez le 15 et là, on vous dira, parce que le 15 a un questionnaire extrêmement précis qui permet d'affiner les choses et de savoir ceux qu'il faut prendre en charge et ceux qui n'ont pas besoin et qui peuvent rester chez eux. Troisième point, et c'est important, le troisième niveau de risque, c'est celui de modéré à sévère. Et là, il est évident que lorsque le risque est élevé, alors le risque est élevé, on dit, le critère le plus simple qu'on donne, c'est dire des personnes qui sont restées plus d'1 heure en contact de quelqu'un aux alentours d'1 mètre, 1,50 m. Voilà, ça permet comme ça d'avoir un conseil pratique. Eh bien, ces personnes-là, bien évidemment, vont faire l'objet d'une surveillance extrêmement précise, avec un isolement, tant qu'on n'aura pas d'éléments plus précis, prise de température 2 fois par jour, et puis après, encore une fois, là, le 15 va surveiller tous les jours ces personnes pour savoir si on doit aller plus avant, les prendre en charge et éventuellement faire le test diagnostic. Un élément important, je crois qu'il faut dire par rapport à ce test diagnostic, c'est qu'il est hors de question, si vous avez le moindre doute, de vous précipiter à l'hôpital pour dire « Ah, je voudrais avoir un test diagnostic ». Ce n'est pas la stratégie actuelle. Le test diagnostic n'est pas généralisé. Il fait l'objet d'un filtre médical auparavant. Et donc, n'allez pas demander aux urgences « Je voudrais être testé pour savoir si je suis positif ou négatif ». Si on a des doutes, on appelle le 15. Absolument. Alors, on va évoquer quand même maintenant les difficultés de l'enquête. D'une enquête comme celle-ci, de cette enquête. On le disait, hein, mener une enquête pour des scientifiques, même s'ils sont formés, ça ne s'improvise pas. Est-ce qu'il y a un cadre légal qui supervise ? Moi, c'est une question, en fait, que j'allais poser à nos interlocuteurs. Si quelqu'un, par exemple, pressé de questions sur ses activités au cours des derniers jours, dit « je ne peux pas vous le dire », ou « je ne veux pas ». Est-ce qu'il y a un pouvoir coercitif ? Voilà. Parce qu'on voit bien très vite que ça interfère avec la vie privée. La vie privée. Par exemple, il était dit pour un Italien qu'il fréquentait beaucoup les bars. Alors je me suis demandé, cette phrase, elle est lourde de sens. Tous les Français fréquentent plus ou moins les bars. Et peut-être que quelqu'un peut refuser de dire où il allait. Madame Moulin, on a pensé en préparant l'émission avec Florence et toute notre équipe, hein, Marion Bordier, Tony Bléteau, on se disait, quelqu'un qui a une double vie, un homme qui a une maîtresse, une femme... C'est fréquent. C'est fréquent. Une femme qui a un amant, comment ça se passe? Vos enquêteurs de l'ARS, ils n'ont aucun pouvoir coercitif. La police va dire à quelqu'un, déjà elle va prendre des téléphones portables, et elle verra qui appelle qui a l'habitude de recevoir des coups de fil d'une personne qu'on va vite retrouver. Est-ce que vous avez des moyens coercitifs? Je pense que cette question, elle est intéressante, mais elle est plus intéressante. Elle vous intéresse pas. Si, bien sûr, elle m'intéresse, elle est intéressante intellectuellement. On parle d'un sujet sur lequel chaque minute compte. Donc on fait de la granulométrie en fonction des sujets. D'abord, je le dis, en Ile-de-France, on a eu 400 cas contacts. Et on a eu des cas dans lesquels les gens nous ont dit « je vous dis des choses, mais j'aimerais bien que ce ne soit pas su ». Tout ça est couvert par le secret médical. Ce sont des médecins qui sont en face. Et je dois dire, moi, je reconnais que dans cette gestion de crise sanitaire, on n'a pas eu de refus de non-coopération. On a des gens qui nous font part de leurs problèmes. Tout ça est couvert par le secret médical. Deuxièmement, il y a évidemment un principe d'obligation de déclarer. Et on a des outils coercitifs, notamment c'est ceux qui ont été mis en place pour nos compatriotes de retour de Chine, où on les a mis à l'isolement. C'est un arrêté des préfets qui leur ont dit que pendant la période de 14 jours, ils seraient domiciliés à tel endroit. En l'occurrence, c'est une privation de liberté. C'est une privation de liberté dans des centres de vacances. De la même manière, moi j'étais à l'accueil du dernier avion qui est arrivé de Roissy. Les gens, je me disais, les gens ils vont nous dire oh là là, partir 14 jours. Je vous garantis, ils revenaient de Chine. Ils étaient très heureux d'arriver sur le territoire national, qu'il y ait des médecins qui les accompagnent, etc. Et dernier point, il faut bien se dire, c'est un peu, on l'évoquait tout à l'heure avec Alain, c'est le bénéfice-risque. Tout le temps c'est toujours le principe en médecine, tout le temps qu'on passe à faire quelque chose, à essayer de trouver une solution, les heures qu'on passe à ça, il faut savoir si elles n'auraient pas plus d'intérêt dans autre chose. Donc en fait, si une personne
ne veut pas répondre, on essaie d'en savoir le plus possible, on voit avec sa famille, mais on ne va pas s'arrêter pendant des jours sur ce sujet-là, parce que notre sujet, c'est de gagner jour après jour, heure après heure, pour mieux préparer le système de santé à la maladie. Mais globalement, le dispositif fonctionne, les gens répondent. On a quelques exemples, évidemment, si on pouvait en parler, on les trouverait un peu rigolos. Mais le sujet n'est pas là aujourd'hui. Question à l'un de vous trois. Qu'est-ce qu'on pense, que pensez-vous de ce retour donc à Creil de militaires qui sont allés chercher des patients, qui ont mis les moyens techniques à disposition, ces militaires qui reviennent et auxquels l'armée dit, voilà, vous avez 14 jours de congé, vous rentrez chez vous. Vous en pensez quoi de ça ? Est-ce qu'on n'aurait pas dû les mettre? Il n'y a pas eu de quarantaine pour eux. Mais, encore une fois, il faut bien se souvenir que ces personnes qu'on a rapatriées étaient des personnes qui étaient non malades, donc qui n'avaient pas de symptômes et qui au départ avaient été évaluées. Et ces personnes après ont été évaluées très régulièrement. Donc on a su en fait au bout de la quatorzaine qu'aucun n'avait contracté la maladie. Et ces militaires, encore une fois, ils étaient également en contact. Ils étaient rentrés chez eux. On les a pas mis en quarantaine. Absolument. Pourquoi Alain ? Parce qu'il n'y avait pas de raison médicale. À partir du moment où vous prenez des gens qui ne sont pas des cas contacts positifs, donc qui sont identifiés comme étant malades, il n'y a aucune raison de les isoler. Par contre, il faut garder le contact, savoir où ils sont, la traçabilité devait être assurée, et en fin de compte, l'histoire a montré qu'aujourd'hui, ce n'est pas la piste à retenir. Aurélien Rousseau, sur cette base militaire de Creil, il y a une autre question, c'est que c'est l'armée, donc c'est le secret défense. Ça peut être un obstacle à l'enquête. Aujourd'hui, la collaboration entre les différents services, que ce soit le service de santé aux armées ou les services hospitaliers ou les ARS, elle est organisée, elle est prévue. Personne ne prendrait un quelconque risque lié à cela. Donc je pense, évidemment, ça rajoute à l'affaire un côté presque un peu fait divers. Mais aujourd'hui, la collaboration, elle est parfaite. Ne serait-ce que parce que, par exemple, dans notre dispositif de réponse sanitaire, on a aussi les hôpitaux d'instruction des armées, l'hôpital Bégin, qui était prêt à prendre des malades. Donc ça, il faut bien le comprendre. Et puis il faut comprendre aussi un point pour faire écho à ce qui était dit à l'instant, c'est qu'on connaît un peu mieux cette maladie. Ça n'est pas une maladie banale. Il y a un taux de mortalité qui est 10 fois supérieur à la grippe, mais il y a des personnes malades qui désormais vont rester chez eux, sous surveillance, avec des contacts avec des médecins. Mais on va préserver la capacité hospitalière pour prendre en charge les cas complexes. Dans cette maladie, il y a 20% de cas graves, 15% de cas graves et 5% de cas sévères. C'est cela qu'il faut absolument ne pas rater pour qu'il n'y ait pas de mortalité supérieure liée au coronavirus. Mais aujourd'hui, effectivement, on la connaît un peu mieux. C'est un peu comme pour la grippe. Une personne de 85 ans qui a la grippe, on va plutôt l'hospitaliser. Une personne qui a 25 ans, qui a la grippe, c'est la même maladie, mais on ne va pas l'hospitaliser, on va la suivre autrement. C'est ça aujourd'hui qui fait changer notre posture. Anne-Marie Moulin, chercheuse émérite au CNRS, spécialiste des crises sanitaires et des épidémies. Vous la qualifieriez de comment cette crise sanitaire? Est-ce qu'elle est grave? Est-ce qu'elle est très grave? Est-ce qu'on a tous peur? Est-ce qu'on se fait un peu peur? Je suis très étonnée parce que il a bien été dit que ce sont avant tout les personnes vulnérables qui risquent d'être les plus atteintes. Les personnes vulnérables, c'est vrai, c'est une catégorie qui s'est beaucoup étendue. Au-delà des personnes âgées ou des personnes très âgées, elle comprend maintenant toutes les personnes qui sont diabétiques, qui ont des insuffisances organiques variées. Et grâce à la médecine, beaucoup beaucoup d'entre nous survivent confortablement avec des pathologies et des traitements qui peuvent être immunosuppresseurs. Donc cette catégorie de personnes vulnérables, elle s'élargit considérablement. Anne-Marie Moulin, donc vous êtes spécialiste des crises sanitaires. Concernant les techniques d'enquête, les techniques d'enquête que l'on utilise aujourd'hui pour retrouver ce patient zéro dans l'Oise, ce sont les mêmes que l'on a déjà utilisées pour le SRAS. À chaque fois, c'est le même protocole? Il est identique? Non, le protocole s'adapte un petit peu. Par exemple, les critères, c'est sûr que ces critères ne sont pas rigoureusement stables. Par exemple, 15 minutes, 10 minutes, 1 heure en présence d'un patient possible, la distance, ce sont aussi des catégories qui doivent varier certainement, je pense, d'un pays à l'autre et aussi au cours de l'épidémie. Les critères peuvent se resserrer, devenir plus exigeants. Oui, puis on apprend aussi au fur et à mesure de l'épidémie. Dans les personnes vulnérables, vous aviez raison,
on met traditionnellement, pour ce type de pathologie, on met les enfants. Il se trouve qu'on a peu de cas pédiatriques et on a à ce jour, et c'est une très bonne nouvelle, aucun décès pédiatrique dans le monde. Donc effectivement, notre focale de préoccupation, en fonction de ce qu'on apprend de l'épidémie, on l'a fait bouger. Il n'en reste pas moins que le processus global, c'est-à-dire la stratégie qui doit être suivie face à une épidémie, d'abord limiter l'introduction sur le territoire, après limiter la progression, la propagation du virus, après on a une phase épidémique et après une décrue. Les éléments sont généraux et on les adapte, comme le disait le docteur Moulin, on les adapte spécifiquement à la situation du virus qu'on connaît de mieux en mieux. Est-ce qu'il y a, par exemple, à la différence d'autres épidémies récentes, aujourd'hui on a des cas qui peuvent être asymptomatiques et on n'a pas de symptômes et pourtant la personne est porteuse du virus. Ça signifie que pour le système de santé, pour le repérage de ces gens, on doit inventer de nouvelles manières de faire. Dans vos enquêtes, Aurélien Rousseau, l'ARS, est-ce que quand une personne a beaucoup voyagé, est-ce que si une personne vous dit, voilà, j'ai rencontré quelqu'un aux États-Unis, un Américain qui est venu chez moi, comment est-ce que les informations passent des informations utiles, hein, passent d'un pays à un autre? Il y a deux canaux. D'abord, il y a un système international épidémiologique qui est rodé. Donc tous les soirs, les informations qui sont regroupées au niveau national à partir des ARS et à partir des hôpitaux sont stabilisées et la Direction générale de la santé du ministère fait un point notamment avec l'OMS et donc on suit la progression. Et deuxièmement, sur certains cas spécifiques, je pense notamment à un cas d'un patient actuellement qui, 2 jours avant, était dans un mariage avec 200 personnes dans un pays étranger. Évidemment, on a un contact ciblé avec les autorités sanitaires de ce pays pour les prévenir de ça. Je voudrais juste dire un mot parce que ça peut paraître un peu, un peu décalé, mais je le dis quand même parce que j'y tiens. Je dois dire, moi, en tant que directeur général de l'ARS, que je suis très impressionné par la qualité du travail qui est fait par les équipes. C'est des gens qui, au quotidien, se battent depuis maintenant presque 5 semaines pour freiner la propagation. En lien avec les hôpitaux, c'est un boulot, encore une fois, on le disait, de bénédictins, mais ils le font et ils ont réussi cette mission. Est-ce que les moyens sont à la hauteur? Les moyens, aujourd'hui, sont à la hauteur. Il y a deux facteurs. On les a renforcés. À l'Agence régionale de santé, il y a des médecins de veille, donc c'est le métier au quotidien. Aujourd'hui, il y a une vingtaine de médecins de veille à l'Agence régionale de santé. Ils ont été renforcés par toutes les équipes médicales de l'Agence. Non, en Ile-de-France. En Ile-de-France. Oui. Ils ont été renforcés par les équipes médicales de l'Agence, par ceux qui travaillent sur les personnes âgées, ceux qui travaillent sur l'hospitalisation, qui sont venus, qui viennent en cellule de crise. On est tous mobilisés. Mais par ailleurs, on n'aura pas ce niveau de mobilisation tout le temps, notamment quand on sera en phase épidémique. On aura moins à suivre individuellement chacun des cas. Ça va être plus compliqué, Alain? Ça va être plus compliqué parce qu'il faut bien se dire que la chose va évoluer. On prend toujours cette analogie, mais un jour, ça va devenir comme la grippe. C'est-à-dire qu'on aura exactement le même type épidémique. Et donc, encore une fois, comme pour la grippe, on va se focaliser, on va cibler. Il n'est pas question de s'occuper de tout le monde. Il est question, certes, de retrouver les zones où il y a beaucoup de contamination, mais comme on le disait tout à l'heure, de cibler particulièrement les personnes fragiles. On sait le faire pour la grippe. La vaccination fait que les personnes qui sont sous surveillance, sous ALD, comme on dit, donc le 100% ALD, sont des personnes qu'on peut cibler. Donc, c'est plus facile de les informer. Et puis, deuxième élément, on peut penser aussi, mais ça, Aurélien Rousseau va nous le dire, que pour les EHPAD, on va peut-être organiser de façon plus précise les visites, parce que c'est quand même un endroit où le risque est extrêmement important. Donc je pense que des mesures là vont être annoncées dans ce domaine. Anne-Marie Moulin. Oui, je pense que, en fait, cet éloge vibrant rendu aux médecins et aux agents de la surveillance me rappelle qu'il y a toujours eu des médailles pour les épidémies. C'était là un titre de gloire au XVIIe et au XVIIIe que l'on décernait aux médecins qui, stoïquement, avec moins de connaissances qu'aujourd'hui, étaient restés sur place. Aurélien Rousseau, donc est-ce que l'enquête se mène uniquement sur le terrain? Parce que j'ai lu qu'en Italie, des mathématiciens, physiciens et médecins tentaient de trouver un algorithme dont le but serait de calculer la probabilité que chaque patient ou l'un de ses proches soit le patient zéro. On fait la même chose en France ou pas? En France, on fait exactement la même chose, c'est-à-dire que depuis le début de l'arrivée de ce virus, il y a des équipes scientifiques, on a cité des noms qui sont connus à Pasteur, à l'Assistance publique Hôpitaux de Paris, à Marseille, qui travaillent pour mieux comprendre ce virus, pour mieux comprendre et tester des traitements éventuels, pour chercher un vaccin, pour aussi, comme vous le disiez, avoir des éléments prédictifs de contamination. Aujourd'hui, est-ce que ces travaux vont aller aussi vite que l'épidémie? On ne sait pas. Mais chaque épidémie
nous fait progresser dans la manière de prendre en charge la suivante. C'est aussi ça qu'il faut comprendre. Aujourd'hui, je le vois tous les jours avec mes équipes, elles ont vécu le SRAS, et donc il y a des réflexes qu'on n'avait pas identifiés, il y a des points de blocage qu'on n'avait pas identifiés à l'époque, que maintenant on a identifiés, sur lesquels on est vigilant. L'épidémiologie, c'est une approche qui se nourrit aussi beaucoup de retours d'expérience et d'échanges avec nos partenaires. Aujourd'hui, en Italie, en Allemagne ou chez nous, on ne prend pas exactement les mêmes décisions stratégiques. Il y a des choix à faire et on les fait en fonction de l'efficacité qu'on pense leur reconnaître. Alain, je pense que sur le plan de l'information, il faut être extrêmement clair. Et tout à l'heure, Alain Rousseau le disait, les informations qui sont données, elles sont données au jour le jour, et c'est pas du tout parce qu'on a voulu cacher les choses que le lendemain on change la stratégie. Et c'est pour ça qu'Olivier Véran et Jérôme Salomon font un point tous les jours. Et puis deuxième point important, quand on donne cette information, il faut bien faire la part des choses entre ce qui est factuel, objectif, et puis les modélisations. C'est pour ça que ces informations qu'on entend un petit peu partout, où on dit le pic, ça va être à tel moment, la modélisation mathématique, c'est encore une fois une modélisation et ce n'est pas la vie réelle. Donc il ne faut pas confondre les informations et le poids de ces deux types d'informations. Merci à tous en tout cas d'être venus sur le plateau d'affaires suivantes. Merci à tous les trois. Merci aussi Dominique. Dominique, c'est pas fini pour vous, puisqu'on vous retrouve ce soir pour un nouvel épisode de Faites entrer l'accusé. Oui, sur l'affaire Subra. Sur RMC Story et l'affaire Subra, une affaire qui avait donné des hauts de cœur à la France. C'était une jeune fille à peine majeure, Valérie Subra, et ses deux complices. Elle servait d'aguicheuse pour aller chercher des hommes dans des restaurants, dans des boîtes, dans des clubs UP. Elle les raccompagnait chez eux et elle laissait la porte entrouverte derrière elle. Ses deux complices arrivaient et ont torturé, ont tué plusieurs de ces malheureux qui ont cru les mensonges de Valérie Subra. Voilà, c'était en 1984 et c'est devenu un film qui s'appelle L'Appât de Bertrand Tavernier. Et c'est ce soir sur RMC Story, numéro 23 à 20h55. Notez bien le rendez-vous. Merci à vous tous de nous avoir suivis. L'actualité continue sur BFM TV.